Bonjour Isabelle de Fourny, bienvenue sur le plateau de Télématin. Merci, bonjour. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé hier à une trêve humanitaire immédiate à Gaza, avec une dizaine d'autres ONG. Vous allez, vous aussi, cet après-midi, lancer un appel au cessez-le-feu. Pourquoi est-ce que votre appel serait entendu ? On va de fait renouveler notre appel au cessez-le-feu parce qu'on sait que c'est la seule solution pour épargner la vie des habitants de Gaza et pour réussir à mettre en place des secours médicaux. On est dans une situation aujourd'hui désespérée à Gaza, désespérée dans les hôpitaux notamment. Mais vous croyez au poids d'un appel des ONG ? On a vu que le président Emmanuel Macron nous a écoutés lors de la conférence humanitaire qu'il a organisée. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est du soutien des États-Unis. Et puis, ce qui serait idéal aussi, c'est d'avoir une position unifiée de l'Europe. Donc vous trouvez-vous qu'il n'y a pas assez de pression de la communauté internationale sur ce sujet-là ? Il manque évidemment les États-Unis qui ont mis leur veto lors de la dernière résolution. Et ça, c'est évidemment l'acteur majeur. Cette trêve, si elle intervient, qu'est-ce qu'elle permettrait concrètement ? Alors, comme je vous le disais, pour mettre en place des secours, on a besoin de ce cessez-le-feu. C'est impossible de mettre en place les secours nécessaires sous des bombardements dans une ville qui est devenue un champ de ruines et à nouveau qui est sous des bombardements permanents. Ce que l'on fait en général dans des conflits, c'est qu'on met en place des postes avancés pour recevoir, stabiliser les blessés proches des combats, mais on les amène à l'arrière, dans des zones sûres. Et aujourd'hui, ce que l'on voudrait, c'est qu'il y ait la possibilité de sortir plus massivement les blessés de Gaza, qui soient pris en charge, notamment en Égypte. Alors, il y a un convoi humanitaire qui est entré hier dans la bande de Gaza par un point de passage israélien qui est à l'extrême sud de la bande de Gaza. 79 camions qui transportaient quoi concrètement ? Alors hier, je ne sais pas exactement, mais ce que les camions amènent en général, ce sont des médicaments, du matériel médical et de la nourriture. Et ça, la nourriture, elle manque beaucoup. La faim se fait sentir. Nos équipes sur place qui discutent avec des populations déplacées, avec les patients, eux-mêmes rapportent le manque de nourriture de plus en plus sévère. Qu'est-ce qu'elles vous rapportent justement, ces équipes qui sont sur le terrain ? Il reste quoi de Gaza aujourd'hui ? Alors la ville est un champ de ruines, hein. Ça c'est une réalité. Il y a de moins en moins d'hôpitaux qui fonctionnent. Mais il y a encore des hôpitaux debout, par exemple ? Oui, il y a environ, on estime, à une dizaine d'hôpitaux dans le sud, 2 hôpitaux, je pense, dans le nord et 8-9 dans le sud de la bande de Gaza qui fonctionnent encore. Nous-mêmes, on travaille dans plusieurs de ces hôpitaux, mais ces hôpitaux font face à afflux de blessés, sur afflux de blessés, conditions extrêmement difficiles pour prendre en charge les patients, très peu de place. Les hôpitaux sont vraiment débordés. Énormément d'enfants parmi les blessés. Ça, c'est quand même assez unique. Hein. Un quart environ des blessés ont moins de 12 ans. La moitié moins de 18 ans. Des blessures extrêmement sévères, des très graves, des brûlures très graves, des traumatismes multiples. Les personnes sont écrasées. Les blessés que l'on reçoit sont des victimes des bombardements. Ils arrivent écrasés, en fait. Il y a aussi toute cette population qui a été déplacée. 85% de la population de Gaza s'est réfugiée à Rafah, dans le sud. Dans quelles conditions vit cette population aujourd'hui ? Alors là aussi, des conditions de plus en plus compliquées. Donc, une partie de la population arrive à trouver des abris, souvent des abris précaires. Il y a aujourd'hui des personnes qui sont complètement à la rue. Il pleut. Ouais. Une autre inquiétude, c'est le froid. Ouais. Le froid commence et déjà, par exemple, les vêtements chauds manquent, les couvertures. Donc la faim, le froid, la pluie, des personnes à la rue, et alors poussées vers un réduit de plus en plus petit, qui permet pas du tout de mettre en place des conditions sanitaires, des abris corrects. Le ministre de la Défense israélien a prévenu que ce serait une guerre qui durerait plusieurs mois. Quelles conséquences humanitaires ça aurait ? Alors évidemment, c'est extrêmement inquiétant. Donc aujourd'hui, on parle déjà de plus de 50 000 blessés, ce qui est gigantesque. On n'arrivera pas à prendre en charge tous ces blessés dans le peu d'hôpitaux qui restent, et surtout si le cessez-le-feu ne se met pas en place. Les millions, finalement, presque 2 millions de personnes sont déplacées.
Et donc, si la quantité d'aide qui rentre n'augmente pas, mais on va faire face là, aujourd'hui, la plupart des personnes qui décèdent, ce sont de bombardements ou après avoir été blessées. À l'avenir, on craint évidemment les épidémies, les maladies diverses liées à la promiscuité, au froid, etc. Il y a aussi les craintes pour vos équipes sur le terrain. Plusieurs médecins de Médecins sans frontières sont morts dans des bombardements. Est-ce que vous avez pensé à un moment quitter la zone parce que trop dangereuse? Alors, tous les jours, tous les jours, on se pose la question du risque et de notre plus-value, finalement, de notre capacité à réellement mettre en place des secours. C'est très, très, très difficile. On a dû sortir de plusieurs hôpitaux. 4 de nos personnels ont été tués, l'un dans un bombardement qui a touché sa maison au nord, dans le camp de Jalabia, 2 autres qui travaillaient dans un hôpital, et enfin un autre qui est décédé alors qu'il était dans un convoi de médecins humanitaires, un convoi qui a été ciblé. identifié, et il a été ciblé par des tireurs, par des snipers israéliens. Donc il y a des tirs directs sur des équipes humanitaires. Depuis le 7 octobre, on parle beaucoup aussi des crimes sexuels qui ont été commis par le Hamas. Est-ce que vos équipes ont eu affaire aussi aux victimes de ces crimes? Non, on n'a pas eu affaire à ces victimes-là. C'est évidemment une horreur absolue. Après le 7 octobre, on avait proposé aux autorités israéliennes d'intervenir, d'aider dans les hôpitaux. Bon, ils n'en ont pas eu besoin. Donc finalement, nous, on n'a jamais eu accès aux victimes israéliennes. Et dans les hôpitaux, dans la bande de Gaza où on travaille aujourd'hui, on n'a pas pris en charge de personnes victimes de violences sexuelles. Alors on sait que vos équipes, elles sont habituées à intervenir sur des terrains de guerre. Est-ce que là, on est sur des conditions particulières? Est-ce que vos équipes sont marquées? Les équipes sont marquées, oui. Il y a une équipe internationale qui est sortie il y a quelques jours, et de fait, ils décrivent une situation effroyable qu'ils n'ont pas vue précédemment. Ce qui est unique dans ce conflit, c'est d'avoir une population qui est coincée dans une zone assez petite, et qui est soumise à des bombardements permanents, et pour qui, finalement, toutes les structures qui pourraient les aider, comme les hôpitaux, sont détruites les uns après les autres. Donc c'est une situation quand même extrêmement complexe, rare, et l'ampleur et l'importance des blessures est aussi très marquante pour les médecins qui en témoignent. D'où l'importance de faire sortir rapidement les blessés et certains malades vers des pays tiers. Merci beaucoup Isabelle Defourmy pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes la présidente de Médecins sans frontières.